Ici, c'est une propriété très importante sur les dérivés. C'est la relation entre la dérivation et la continuité. Dérivation et continuité, bien sûr, je parle d'une fonction, hein. Donc une fonction est définie, y égale f de x. Elle possède un domaine de définition de la fonction. Alors, la relation, quelle est la relation qui existe entre dérivation et continuité? Alors ça, c'est une notion, bon, bien sûr, après avoir acquis les notions de définition de taux d'accroissement moyen, temps d'accroissement instantané, ce qu'est la définition d'une dérivée. Alors, définition, j'en ai quelques-unes ici. C'est ceci. Voilà, généralement, je traite la première avec H. Bon, j'ai établi ça dans une vidéo. Ouais, il y a plusieurs définitions pour la dérivée. Bon, généralement, je travaille avec H. Alors, ici, vous avez bien remarqué que calculer une dérivée, bon, mis à part utiliser les formules, ça c'est normal. Quand on utilise les formules, on n'utilise pas de dérivée, de limite. Quand on calcule directement par les formules, on ne calcule pas par les limites. Bon, si vous voulez démontrer des formules, ben, il faut passer par les limites obligatoirement. Ça se démontre par les limites. Donc, la notion de dérivée est liée à la notion de limite. Mais attention, ce n'est pas une limite tout azimut. C'est une limite de rapport. Et pas n'importe quel rapport, c'est un delta y sur delta x. Voilà. C'est un rapport d'infiniment petit, on va dire. D'infiniment petit. Alors, maintenant, ici, c'est quelque chose de fondamental pour ceux qui font des études et qui veuillent la relation entre dérivation et continuité, parce que ne pas maîtriser ce concept de l'interrelation qui existe entre la dérivation et la continuité peut amener, je veux dire, beaucoup d'étudiants, je veux dire, à ne pas entrevoir certaines choses, mais aussi, si on pose des questions sur voilà, c'est la continuité, la dérivation, ça peut poser un gros problème pour certains étudiants qui ne maîtrisent pas, je veux dire, le sujet. Alors, je vais partir par rapport à un énoncé, parce qu'il faut pour ça, il faut partir d'un énoncé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire avant de mettre les choses en place entre, bien sûr, mais je vous rappelle que la continuité est liée à la notion de limite, hein. Donc, la continuité, on parle de continuité au travers de, voilà, de notions de limite. Et donc, c'est ce qu'on appelle de la topologie, hein. Dès le moment où vous avez des limites, donc des voisinages, donc on a voilà, dans un domaine qui est ce qu'on appelle la topologie. En topologie, voilà. Donc ici, continuité, qui dit continuité, dit limite. Qui dit limite, dit dérivée. Alors je rappelle que les limites, on retrouve aussi dans les limites de somme, qui sont les intégrales. Donc la notion de limite, on a amené le calcul infinitésimal, hein. Le calcul de limite a ramené le calcul infinitésimal, notamment dérivé et intégral. Puisque, bon, la limite, et je dirais même les suites, hein. Dans les suites et les séries, on retrouve des limites. Donc la notion de limite est très importante en mathématiques. De tout ce qui a été développé par Leibniz et consorts, je ne vais pas les citer tous, voilà. Mais, en fait, ces gens-là, quand je dis ces gens-là, c'est les consorts à Leibniz, ont développé ces notions de limite et donc de calcul infinitésimal. Infinitésimal et donc de dérivés et d'intégrales, et bien sûr de suite et série. Voilà. Et donc de notion de continuité, donc de topologie. Donc vous voyez que la boucle est bouclée, donc la notion de limite elle est partout. Et donc qui dit limite dit qui dit continuité dit limite, qui dit dérivé dit limite. Bon. Ceci étant dit, il faut que je pratique par rapport à un énoncé pour mettre en l'interrelation dérivée on va dire continuité. Alors, supposons qu'on a une fonction. On a une fonction. Bon, si on a une fonction, bien sûr, dans le plan, hein, c'est f de x. Y égale f de x. On a une fonction dans le plan. On n'a pas y égale, on n'a pas z est égal à
f de xy qui est une surface. Ben, ici, on est dans le plan. Parce qu'il y a, ça existe la continuité aussi dans le plan et dans l'espace. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Si f de x, on va supposer que f de x est dérivable. Voilà, on le suppose. Hein. Si f de x est dérivable, bien sûr, on a un point x0 appartenant à un intervalle ouvert à b. On a un point x0 sous-entendu dans un intervalle ouvert à b. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Si elle est dérivable, alors elle est continue. En ce point, donc en x0. Donc elle est continue en ce point en x0. Alors, je vais simplifier les choses en disant cependant, ça veut dire que c'est un mot qui est, on va dire, contraire. Hein. C'est un mot contrariant. C'est un mot contrariant. Donc, quand la fonction est dérivable, on a un point x0, ben elle est continue. Cependant, la réciproque est fausse. Alors, on peut démontrer la dérivabilité, quand une fonction est dérivable, ben elle est continue, on peut le démontrer assez facilement. Alors pour la réciproque, c'est beaucoup plus facile parce qu'il suffit de trouver un contre-exemple. Un contre-exemple. Voilà. Donc la réciproque est fausse. Et voilà l'entame de la relation qui peut être faite entre la dérivabilité et la continuité. La dérivabilité et la continuité. Bon, en d'autres temps, je pourrais mettre ça autrement. Ça veut dire qu'il y a deux sens de démonstration. Il y a un sens, un certain sens, et on pourrait définir démonstration dans l'autre sens. C'est réciproque. Réciproquement, c'est la réciproque. C'est le contraire. On peut travailler dans un sens qu'on peut travailler dans l'autre sens, donc, parce qu'il y a une réciproque à cela. Alors, bien sûr, le contraire est faux. Hein. On peut dire que le contraire, bien sûr, la réciproque est fausse. Voilà, elle est fausse. Si f est dérivable, alors elle est continue. Mais si elle est continue, elle n'est pas forcément dérivable. Si elle est dérivable, elle est d'office continue. Mais inversement, attention, si elle est continue, elle n'est pas forcément dérivable. Voilà. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Dans le premier cas, il suffit que f soit dérivable pour que f soit continue. Donc continue, je vais marquer avec un C. Après, j'ai une autre notation pour la continuité. Je mettrai la classe. Je mettrai une classe C0. Ça veut dire que c'est la fonction elle-même. Alors classe C1, c'est la dérivée. Classe C0, c'est la fonction elle-même. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais mettre continue C. Donc là, elle est dérivable. Donc si elle est dérivable, alors elle est continue. Il suffit qu'elle soit dérivable pour que la fonction soit continue. Donc il suffit que f soit dérivable pour que f soit continue. Donc c'est une condition, on va dire, suffisante. C'est une condition suffisante. Maintenant, on va voir l'inverse.
il est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Il est nécessaire que f soit continu pour que f soit dérivable. Et donc ça c'est une condition nécessaire. Voilà. Et la mise en place, elle est là. Maintenant, je vais démontrer. Et bien sûr, l'autre, je vais trouver un contre-exemple, puisque j'en ai un, sans problème. Et donc là, c'est une condition nécessaire. C'est une condition nécessaire. De continu à dérivable, c'est une condition nécessaire. Mais de dérivable à continu, c'est une condition suffisante. Voilà. Donc tout est dit. Donc la condition, il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est quelque chose que vous devez mettre, voilà, quelque part pour bien retenir. Si elle est dérivable, alors elle est d'office continue. Alors vous voyez qu'il y a le mot alors. Hein. Alors, ça implique qu'on a une condition suffisante. Si, alors. Si, alors, c'est une condition suffisante. La réciproque, c'est faux. Si la réciproque est faux, c'est une condition nécessaire. Donc, alors, cependant, la réciproque est fausse. Je pourrais dire si f est continu, alors si, on pourrait dire ça comme ça, si f, alors ici, je pourrais me rajouter quelques petits trucs hein, pour voir le si, la condition suffisante. Voilà, je rajouterai ceci, un mot pour bien montrer qu'il suffit. Alors, elle est d'office. Voilà, elle est d'office continue. Elle est d'office continue. Donc on a, si vous voulez, un si alors, mais avec d'office. Maintenant, j'aurai toujours un si alors. Si f est continu, alors elle n'est pas forcément. Voilà, des bons termes pour voir la condition nécessaire et suffisante. N'est pas forcément dérivable. Voilà, et donc là, vous avez les conditions de nécessaire et suffisant. Et tous les deux sont avec des si alors. Hein. Alors, si alors, ici c'est si alors. Mais qu'est-ce qui fait la distinction des deux si alors? Mais c'est les deux termes que je vais rajouter pour mettre, je veux dire, voilà, une opinion forte de conditions de suffisance. Il suffit proviendra d'office. Et là, la condition nécessaire sera pas forcément, n'est pas forcément dérivable. Donc, et là, on voit bien que si c'est d'office, c'est il suffit que. Il suffit que. Donc ici, c'est une condition suffisante. Ici, n'est pas forcément dérivable. Bon, ça ne suffit pas. Donc c'est une condition qui n'est insuffisante, donc c'est nécessaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant qu'on a vu ça, maintenant je vais développer la démonstration, qui est assez simple. Alors, je vais partir de la première démonstration, la condition de suffisance. C'est-à-dire, et la condition nécessaire, j'ai un contre-exemple. Donc ça, c'est pas un problème. Que je vais traiter d'ailleurs. Hein. Je vais traiter la condition par deux méthodes. La condition de, voilà, de la réciproque qui est fausse, je vais la traiter par deux méthodes. Bon, d'abord, on va faire comment on appelle ça, écrire l'hypothèse. Bien sûr, condition suffisante, démonstration de la condition suffisante. Donc, si c'est dérivable, alors, si la fonction est dérivable, alors elle est continue. Alors,
l'hypothèse, on va commencer par une hypothèse. Ben, on sait qu'elle est dérivable. Donc, dérivable, je vais prendre une des écritures. Là, ici, je prends la première. Là, celle-ci. Je prends la toute première. Donc ça veut dire ici, qu'est-ce que ça veut dire? Une fonction est dérivable en un point x0, x0 appartenant à l'intervalle ouvert à b, si la limite quand h tend vers 0, j'ai pris h ici, je vais prendre h, parce que j'aurais pu prendre la limite quand x tend vers x0, ou voir la limite quand delta x tend vers 0. Bon, je choisis mon écriture, c'est avec h, donc j'aurai f de x plus h moins f de x0 sur h. Et si la limite existe, si la dérivée existe, c'est que la limite existe. Et si la limite existe, ben, la limite appartient à R, donc le nombre dérivé existe que si la limite existe. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc je vais prendre cette écriture-là et je considérer que la limite existe. Alors, considérer que la limite existe, c'est qu'il y a un nombre, qu'il existe un nombre réel. Hein. Donc, elle est dérivable. La fonction, par hypothèse, elle est dérivable, par définition, si la limite quand x tend vers, h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0, x0 c'est le point où on calcule la dérivée en un point, sur h, si on a une limite que j'appelle L qui appartient à R, ben, la dérivée existe en ce point, tout simplement. Mais en fait, je peux l'écrire aussi f' de x0 égale L. f' de x0 égale L, voilà, qui appartient à R. Je peux l'écrire comme ça. Bon, la thèse, c'est de dire qu'elle est continue. Alors la continuité peut être définie par la notion de limite. Je peux dire que la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h, comme h tend vers 0, comme elle est continue, ben, je vais trouver une valeur qui est f de x0 qui appartient aussi à R, qui sera égale aussi à L. Bon, ici, je ne dis pas que ça vaut L. Hein, ben, voilà. Je ne dis pas que ça vaut L. Pas trop, je veux dire, empiéter sur la démonstration. Je dis tout simplement que la limite quand h tend vers 0, elle est continue. Quand h tend vers 0, ben, on retrouve f de x0. Ça veut dire que pour un x donné, pour un x donné, qui est x0, bien sûr, hein, quand je dis x donné, c'est-à-dire que x vaut x0. Pour un x donné, bien sûr, c'est par rapport au point x0. X0, ben, on va retrouver f de x0. Donc j'ai un y0. Voilà, ça veut dire que si vous mettez un point x0, vous avez un y0, donc elle est continue en ce point-là. Il n'y a pas un trou. Il n'y a pas un trou. La fonction possède un point en x0, qui est y0, qui est f de x0. Eh bien, la démonstration est toute simple. Vous voyez qu'il y a une simple relation à mettre entre les deux. Eh bien, mettons-la en vue. Alors, bien sûr, je pars, quand on fait une démonstration, il faut bien que je parte de quelque chose. Je vais partir de l'hypothèse pour démontrer la thèse. Donc, le chemin est tout tracé. Je repars sur l'hypothèse, qui est la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h, parce que j'ai pris h ici, j'aurais pu mettre delta x. Voilà, moins f de x0, j'espère que j'ai bien mis un moins. Oui, moins f de x0, le tout sur h. Voilà, ça c'est par hypothèse. C'est l'hypothèse. Alors, comment trouver... si je multiplie, le tout c'est de trouver la thèse. Alors, pour aller de là, qu'est-ce qui distingue l'hypothèse de la thèse? C'est presque la même chose, si ce n'est qu'il faut éliminer le h. Je dois éliminer le h. Oui, parce que l'hypothèse peut s'écrire comme ceci. Hein. Enfin, la thèse. Regardez bien, je peux l'écrire comme ceci, la thèse. Mais quand h tend vers 0, voilà, je peux l'écrire comme ça. Donc, qu'est-ce qui distingue les deux? Ben, c'est le h. Donc, comment éliminer le h? Ben, je vais multiplier par h ici, tout simplement. Alors, si je multiplie par h, ben, j'ai un produit. Donc, je viens d'utiliser l'hypothèse en multipliant par h pour retrouver ma thèse. Alors, bien sûr, comme j'ai un produit de limite, mais il faut calculer la limite quand h tend vers 0 de la première partie, f de x0 plus h moins f de x0 sur h, mais comme je viens d'introduire un produit, voilà,
avec h, donc il faut que je calcule la limite quand h tend vers 0 de h. Voilà, il faut que je calcule ce que je viens d'introduire pour éliminer le h en bas. Voilà, donc l'astuce, elle est là, c'est de multiplier par h pour éliminer le h du bas. Alors, que vaut cette limite-là? Que vaut cette limite-là? Ben, elle est connue, puisque le calcul de dérivée vous permet de le trouver. C'est la limite, c'est la dérivée, c'est le f' de x0. Ça, c'est f' de x0. f' de x0, qui est un nombre que j'appelle L appartenant à R. D'ailleurs, l'énoncé le dit. Il vous dit que la dérivée existe. Et alors qu'elle vaut L. Elle vaut L, cette dérivée. Donc, cette limite, il n'y a pas de problème, elle existe. Elle vaut L. Par contre, la seconde limite, ben, quand h tend vers 0, ben, ça fait 0. Donc, vous avez L fois 0, ben, L fois 0, ça fait 0. L fois 0, ça fait 0. Voilà. Donc, on sait que ça fait 0. Bon, comment on sait que ça fait 0? Ben, je peux trouver qu'elle continue. Assez simplement. Assez simplement. Parce que, regardez bien, je reprends ceci. Cette fois-ci, je reprends de nouveau ceci. Je connais la limite de ceci, hein, sans aucun problème. Ça vaut 0. Voilà. Je l'égale à 0. Voilà. Et donc, si je fais la simplification aussi, parce que h et h peut se simplifier, j'ai une écriture qui est la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0, x0 appartenant à un intervalle AB ouvert d'une fonction, voilà, une fonction qui est définie. Voilà, et ça, vous voyez bien que ça fait 0. Je vais te simplifier, voilà. Et là, si je fais passer tout simplement le f de x0 à gauche, j'obtiens f de 0 égale à f de x0, donc elle est forcément continue. Elle est continue. Alors bien sûr, la continuité, je vous ai dit que j'écrivais un C, mais en fait c'est pas un C. C'est pas un C. On dira que f appartient à la classe C0 au point x0, c'est-à-dire que la fonction est continue. C'est une autre manière d'écrire que la fonction est continue. Voilà, parce que si, maintenant, si j'avais parlé de f', ben, je parle de classe C1. Si je parle de f seconde, je parle de classe C2, etc. Voilà, bon, ici c'est classe, on parle de la fonction elle-même, donc la fonction est continue x0. Bon, voilà, ça c'est assez simple. C'est assez simple. La démonstration est assez simple. Pour celui qui connaît ses propriétés, passer de l'un à l'autre, on connaît la définition de la dérivée, vous connaissez voilà, la définition de limite. Pour passer de l'un à l'autre, multiplier par h et on calcule la limite. Et puis on met les tout en musique, ça prend 2 lignes. 2 lignes pour les V2. Mais c'est un théorème fort important. Donc quand elle est une fonction dérivable, ben, elle est continue. Elle est continue. Maintenant, je vais démontrer que l'inverse est faux. Voilà, mais c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve un contre-exemple à ça. Et un contre-exemple, j'en ai un merveilleux. Un merveilleux. Alors, je vais le mettre en application, ce contre-exemple. Alors, ce contre-exemple, c'est la valeur absolue. Alors, la valeur absolue, c'est une fonction qui fait comme ceci, c'est un V. Voilà, bon. Et comme ceci. Voilà. La valeur absolue, qu'est-ce que ça vaut? X, elle vaut X si X est plus grand ou égal à 0. Et elle vaut moins X si X est négatif. Bon, je pourrais dire aussi égal à 0, mais bon, ici, je vais retirer ça comme ça. Bon. Donc, quand une valeur est positive, une valeur absolue, c'est toujours positif. Donc, si vous prenez par exemple 4, la valeur absolue de 4, c'est 4. Si vous prenez moins 3, ben, la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Donc, c'est le nombre sans son signe. C'est-à-dire que s'il est négatif, le nombre, il faut enlever le signe. Comment? Mais en prenant l'opposé.
C'est ce que ça veut dire. Maintenant, je vais appliquer le calcul de delta y sur L. Alors je rappelle que là, je vais aller rechercher voilà, celui-ci. Cette fois-ci, je vais aller chercher le dernier ici. Autant pour la démonstration ici, j'ai été chercher celui-ci. Ici, pour le contre-exemple, je vais aller chercher celui-là. Bon. Alors pour ça, on va entamer les démarches. Y plus delta Y. Ben, comme c'est la valeur absolue, je vais considérer ici les x positifs, ce sera x plus delta x. Si x est positif. Si x est positif. Maintenant, s'il était négatif, y plus un delta y, j'aurais moins x moins delta x. Moins delta x. Alors, je vais retrancher y. Donc, il y en a un, absolu, un qui sera considéré pour les positifs. Là, l'autre sera considéré pour les négatifs. Voilà. Alors, on va partir sur base de ça. Alors, le but, c'est de chercher delta y sur delta x, hein, la limite. Si je retranche y, pour avoir delta y, bien sûr, de l'autre côté, je dois retrancher x. Voilà. En faisant ça, j'aurai delta y est égal à delta x. Alors, si je divise delta y delta y sur delta x, là, je dois diviser delta x par delta x. Or, delta x sur delta x, ça fait 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus, voilà, de delta y, ici on ne voit plus rien, donc je vais un petit peu remonter les choses. Voilà. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de delta y sur delta x, ben ça fait 1. Ça fait 1. Maintenant, je vais faire de l'autre côté. Pour les négatifs, si moins x est plus petit que 0, enfin, si x est négatif, je m'excuse, si x est négatif, donc je prends de ce cas-là. Voilà, on prend y plus delta y. Alors, je vais retrancher delta y, comme j'ai fait de l'autre côté, moins... enfin, je vais retrancher y. Donc, je retranche moins x. Mais ça fait plus x. Moins x, ça fait plus x. Donc là, je vais retrancher moins... là, je vais toujours avoir mon delta y. Non, delta y égale moins delta x. Delta y sur delta x égale moins delta x sur delta x. La limite quand x tend vers 0 à gauche de delta y sur delta x égale moins 1. Et là, vous voyez que on a un point anguleux. Donc ça veut dire que la pente d'un côté, elle vaut moins 1 en 0. Hein. Je calcule en 0. Ici, la pente, elle vaut moins 1.
Et par là, elle vaut plus 1. De toute façon, elle vaut plus 1 partout. Et donc en 0, ici la dérivée, est-ce qu'elle est dérivable? Vous allez me dire, j'ai réussi à calculer la dérivée. Mais non, parce qu'en fait, la dérivée droitière en 0, ben, c'est 0 plus. Bon, on trouve plus 1. La dérivée gauchère, c'est-à-dire en 0 moins, elle vaut moins 1. Donc la dérivée, comme la dérivée f' en 0 plus est différent de f' en 0 moins, elle n'est pas... Mais on a un point anguleux, hein, on a un point anguleux, voilà. En 0, on a un point anguleux. Elle n'est pas dérivable en x égale 0, bien que sa dérivée existe à gauche, elle existe à gauche, elle existe à droite, mais elle n'est pas la même à gauche et à droite. Donc en fait, on ne peut pas dire que f' de x existe. Bon, je peux l'exprimer autrement. Hein. Je peux l'exprimer autrement, toujours par rapport à cette même fonction. Alors, donc mon contre-exemple, je vais prendre toujours le même. Je vais dire que bon, f de x, c'est la valeur absolue de x. Bien sûr, la valeur absolue de x, je vous ai dit que ce sera x si x est positif, et moins x si x est négatif. Mais ici, bon, je peux mettre égal 0. Bon, c'est le même résultat si vous mettez en 0. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est pas un problème. Alors, ici, bien sûr, on sait, qu'est-ce qu'on sait? Bien sûr, on sait qu'elle est continue. Hein. F appartient à, elle est continue en 0. Enfin, elle est continue de classe 0, mais elle est continue au point 0. Classe 0, ça veut dire qu'elle est continue. La fonction est continue. Elle est continue de classe 0, pour tout x d'ailleurs, hein, parce que le domaine c'est R, le domaine de la valeur absolue, le domaine de f ici, elle appartient à R, donc il n'y a pas de problème. Voilà, elle est continue partout. Donc elle est continue classe 0. Et donc, si elle est continue partout, elle est continue en 0. Mais si on calcule la dérivée en 0, il y a un cas particulier, elle est contenue en 0, mais elle n'est pas dérivable, parce que la dérivée à gauche et la dérivée à droite n'est pas la même. Et donc, je peux exprimer la manière en allant chercher, bien sûr, ceci. Voilà. Ça, c'est la dérivée à gauche. Ça, c'est la dérivée à droite. Voilà. Alors, une fonction, je vous rappelle, ça, c'est la dérivée d'une fonction dans un intervalle. Voilà. Voilà. Pour qu'une fonction f de x soit dérivable en un point, il faut que la dérivée à gauche soit égale à la dérivée à droite. Sinon, elle n'est pas dérivable en ce point. Alors, une fonction est dérivable sur un intervalle AB si quel que soit le point x appartenant à l'intervalle AB ouvert, f' de x, tous les f' de x existent. Donc, ça veut dire que les limites existent quand on calcule chaque point. On peut calculer en chaque point sa dérivée dans l'intervalle AB. Maintenant, si on a un intervalle fermé, ça c'est pour un intervalle ouvert. Si on a un intervalle fermé, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut en plus que ça, que tous les points soient dérivables dans l'intervalle ouvert, mais qu'aux extrémités, A plus et B moins, ben, la limite existe. La limite existe. Voilà, ça c'est pour des cas de figure, pour les intervalles. Voilà. Mais ici, j'ai pas un intervalle, j'ai un point. Donc, je vais appliquer pour un point. Bien sûr, adapté à la valeur absolue, f', je vais calculer en 0 plus, je vais calculer en 0 point moins, pour me rendre compte, bien sûr, que f' de 0 plus est différent de f' de 0 moins, parce que je viens de le trouver. Il y en a un qui fait 1 et fait moins 1, donc ce qui veut dire que f' en 0 n'existe pas. Bien qu'elle soit continue, elle est continue, mais elle n'est pas dérivable. Elle est continue, mais elle n'est pas dérivable. Bon, on va calculer ça par une autre manière. Ça limite quand h tend vers... Je vais utiliser avec le h tend vers 0 plus. Ça limite quand h tend vers
0 moins sur H f de H moins f de 0 f de H moins f de 0. Alors, f de H, f0 moins H, ben, y égale x. Hein. Si c'est pas un problème, y égale x, c'est aussi simple que ça. Donc f de H, c'est H, f de 0, ça fait 0, donc on aura H sur H. Par contre, l'autre, voilà, on calcule en 0 moins, f de H en 0 moins, c'est moins H sur H. Là, on a 1, là, on a moins 1, c'est une deuxième méthode. Et donc, la dérivée droitière est différente de la dérivée gauchère. Elle présente un point anguleux en 0. Et donc, la fonction est bien continue, parce que la valeur absolue, vous savez très bien qu'elle est continue dans R, je l'ai dit. Et quoi, voilà, son domaine, c'est R, elle est continue dans R. Et donc, elle est continue, mais elle n'est pas dérivable. Voilà, donc j'ai un contre-exemple ici qui permet de dire que, voilà, quand une fonction est continue, elle n'est pas forcément dérivable. Voilà, quand une fonction est continue, elle n'est pas forcément dérivable. Voilà. Donc ici, quand une fonction est continue, donc c'est la condition nécessaire, on peut trouver beaucoup de fonctions qui sont continues, mais donc dérivables, mais il y en a qui sont continues, mais qui ne sont pas dérivables. Par exemple, la valeur absolue. Exemple, enfin c'est même pas un exemple, c'est un contre-exemple. Enfin, c'est un exemple de, voilà, de condition qui permet de montrer qu'une fonction continue n'est pas forcément dérivable. Donc, un exemple pour contrer, on va dire le 1, c'est-à-dire un exemple. Je ne sais pas si je peux appeler ça contre-exemple, hein, bon, parce que justement c'est un bel exemple pour montrer qu'une fonction, quand elle est continue, ben, elle est dérivable. Donc ici, je vais mettre en exemple y égale valeur absolue de x, elle est continue, mais elle n'est pas dérivable. Elle est continue, mais elle n'est pas dérivable. Elle est continue, mais elle n'est pas dérivable. Bien sûr, j'ai pris le point x0. Hein. L'étude a été faite en x0. Et donc, pour bien montrer ça, il faut trouver des contre-exemples. Les contre-exemples, c'est les fonctions qui possèdent des points anguleux. Une fonction avec un point anguleux, bon, ça démontre directement, ça vous donne un contre-exemple direct. Hein. Et donc, par exemple, ici, j'ai pris le cas de la valeur absolue. Alors, dernière chose. Et ça, si une fonction est continue, f est continue, bien sûr, on a un point x0, le rapport delta y sur delta x est le rapport de deux infiniment petits. C'est le rapport de deux infiniment petits. Alors, mais ce rapport ne permet pas d'affirmer qu'il y a une limite lorsque delta x tend vers 0. Ce rapport de deux infiniment petits ne permet pas d'établir qu'il y a limite quand delta x tend vers 0. Alors, je rappelle ce qu'est un infiniment petit, d'ordre, bien sûr, s'il faut un certain ordre. Hein. Un infiniment petit d'ordre R, c'est tout simplement une fonction est un infiniment petit d'ordre R, bien sûr, appartenant à R plus sauf 0, bien sûr, par rapport à x moins a, lorsque on a x qui tend vers a bien sûr appartenant à R, on a la limite quand x tend vers a de f de x sur x moins a exposant R, là il est d'ordre R. Si vous obtenez voilà une constante qui appartient à R plus, enfin R0,
bien on peut dire que voilà, f de x est un infiniment petit d'ordre R, avec R appartenant à R plus 0. Par rapport à A, bien sûr. Hein. Enfin, par rapport à x moins A. Par rapport à x moins A. Voilà, ça, c'est un infiniment petit d'ordre R. Bon, il existe aussi les infiniment grands. Bon. Alors, ici, bien sûr, j'ai pris... on peut noter autrement l'infiniment petit. On dira que 0 est un infiniment petit d'ordre R, comme ceci. Je peux l'écrire comme ceci. Alors là, on peut même mettre des crochets ici. Voilà, pour dire que f de x est un infiniment petit d'ordre R appartenant à R plus 0 par rapport à x moins a lorsque x tend vers A, avec A appartenant à R, si on a la limite quand x tend vers A de f de x sur x moins a, exposant R, qui est l'ordre, est égal à une constante qui appartient à R0, R sauf 0. Alors on peut avoir aussi un infiniment petit d'ordre R appartenant à R plus 0 par rapport à x lorsqu'x tend vers plus l'infini. Là, à ce moment, c'est un autre rapport. Hein. Bon, bah ici, ça, c'est pas le but de voir les infiniment petits, mais c'est pour vous dire que voilà, f est continue la fonction est continue en x0. Que le rapport delta y sur delta x est un infiniment petit. Voilà, delta y sur delta x est un infiniment petit. Et ce qu'est un infiniment petit, je viens de le montrer. Et donc, comme je vous ai dit, le delta y sur delta x, c'est un infiniment petit. Le rapport, en tout cas, delta y sur delta x, c'est le rapport de deux infiniment petits, mais rien ne permet d'affirmer que ce rapport a une limite lorsque delta x égale 0, tend vers 0. Lorsque delta x tend vers 0, ben, rien ne permet d'affirmer que ce rapport a une limite. Bien sûr, lorsque delta x tend vers 0. Je vous remercie.